Bonjour tout le monde, je suis Nina Gorguet, autrice et lectrice de l'imaginaire et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne À la croisée des plumes. Avant de commencer, je voudrais faire un petit point actualité de la chaîne concernant la lecture commune des Misérables. Pour rappel, donc j'organise une lecture commune tout au long de l'année pour lire l'intégrale, donc la grosse bricasse de plus de 1600 pages. Et on se donne rendez-vous, du coup, je vous avais donné rendez-vous en avril là pour le tome 1 Fantine. Je vous avais dit que c'était le vendredi 10, mais finalement j'ai des imprévus, des impératifs familiaux qui se sont ajoutés, ce qui fait que le vendredi 10 au soir je ne serai pas en mesure de vous faire un live, je ne serai pas chez moi. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vous donne rendez-vous cette fois. C'est la bonne. Normalement, je vous donne rendez-vous une semaine plus tard, le vendredi 17 avril à 18h, ici sur ma chaîne YouTube pour parler de ce premier tome des Misérables. Et je ne serai pas toute seule, je suis en très bonne compagnie puisqu'il y aura Père Céline de la chaîne YouTube Barocco Lecture et Podcast qui fait la lecture commune avec nous et qui va donc co-animer ce live. C'est vraiment un test, je sais pas ce que ça va rendre. Mais elle me rend un peu l'appareil parce que la semaine dernière, j'ai participé au live de conclusion, bilan de la lecture commune qu'elle a elle-même fait sur sa chaîne, sur la promise au visage de Fleur. Donc je vous mets le lien dans la description si vous voulez aller voir ce live sur la chaîne de Perceline. Et donc rendez-vous le 17 avril pour parler des Misérables. J'ai vraiment hâte. Là j'enregistre, on est début avril. C'est le printemps, même si franchement, quand je regarde dehors, on dirait pas. Enfin, disons que c'est pas le côté printemps fleuri, c'est le côté printemps pluvieux. D'où j'espère que ça ira niveau lumière. Mais bon, c'est quand même le printemps est quand même enfin là. On va vers les beaux jours, le beau temps, c'est ma saison préférée. Et j'associe vraiment le printemps aux films des studios Ghibli. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous aussi. Donc ça m'a donné envie de vous proposer une sélection de livres qui s'attachent à l'atmosphère Ghibli. Je vais vous décrire ce que c'est dans un instant. Voilà, j'allie mes films préférés avec des lectures. Je l'avais déjà fait un post il y a quelques années sur Instagram à ce sujet, donc là je vais un peu élargir vos horizons de lecture. Pour m'accompagner dans cette présentation, je retrouve la traditionnelle boisson chaude que j'ai choisie en fonction du Ghibli. Alors j'ai hésité à prendre des thés japonais, vraiment typiquement japonais que j'ai, mais je me suis dit non, quand je regarde dans ma... comment on dit, une bibliothèque à thé? Il y a un mot peut-être. Dans mon armoire à thé, j'ai choisi, et non pas un thé, mais une infusion. Il s'agit donc du palais d'été, l'infusion sur un nuage, qui apporte sérénité, peace, à la passiflore, à valériane et camomille. Je vous mets ça là, je sais pas du tout si ça va faire le focus ou pas, mais c'est un thé que j'ai découvert cet hiver dans le calendrier de l'Avent et une infusion que j'ai découvert dans le calendrier de l'Avent. J'ai un coup de cœur dessus parce que pour le coup, le côté sérénité, ouais, il est là. Et c'est une infusion vraiment qui apaise, qui réconforte. Et c'est exactement le sentiment que je retrouve dans la plupart des films des studios Ghibli. J'ai mon petit carnet avec mes notes à l'intérieur. Didine arrive, sinon c'est pas une vidéo sans elle. Et donc je vais commencer tout de suite par vous décrire quels sont les critères selon moi pour qu'un livre soit au vibe Ghibli. Vous allez voir, il y a plein de critères différents. Et là, je joue un jeu dangereux avec Didine sur mes genoux. J'ai noté que c'était souvent des univers pleins d'onirisme, des univers merveilleux, ou alors ça va être dans notre monde, mais avec du réalisme magique. Et aussi, on va voir sur des univers, des personnages, vraiment des mondes qui sont empreints d'une certaine étrangeté, un peu marginaux qui va les faire sortir du lot. J'ai mis aussi une omniprésence de la nature, un lien très fort avec la nature dans son rôle dans le roman, ou alors comment elle est mise en scène.
dans l'histoire, hein, dans ses descriptions, dans cette ambiance. Et en parlant d'ambiance, d'univers, de plumes aussi, pour moi, j'associe tout l'univers Ghibli à quelque chose de très poétique et de mélancolique, quelque chose qui va nous apporter du réconfort. J'associe ça à l'enfance, à la nostalgie de cette enfance. C'est quelque chose qui va souvent suivre le parcours initiatique des personnages qui sont souvent des enfants ou des adolescents, des jeunes adultes. On a, en parlant de ces personnages, des personnages qui sont souvent atypiques, marquants. On a aussi souvent des sidekicks mignons. Et ça va revenir dans quelques-unes de mes lectures. Et enfin, on a des personnages qui sont liés par de belles amitiés ou de belles amours. Franchement, alors les amours, je le dis au pluriel parce que franchement, ça peut être l'amour romantique, l'amour familial, vraiment l'amour platonique, vraiment l'amitié, tout ça. C'est quelque chose qui ressort vraiment des films des studios Ghibli, je trouve. Donc voilà, c'est un peu un mélange de tout ça qui m'inspirait et donc je suis allée piocher dans ma bibliothèque des romans que j'avais lus et qui peuvent cocher plusieurs de ces cases. Parce que tout ce que je viens de vous décrire là, ces ambiances, ces thèmes, ces personnages, c'est quelque chose que personnellement j'aime beaucoup. Les films des studios Ghibli, c'est vraiment ce qu'on appelle, vous savez, les comfort movies. Là j'ai également ça avec le Orgueil et Préjugés de Joe Wright que je connais par cœur. Ces films-là, je les regarde souvent et c'est vraiment un refuge, un univers un peu qui crée comme un cocon de réconfort autour de moi. Et oui, même Princesse Mononoke, qui est pourtant là sur de la fantaisie épique et qui est un des films le plus violents des studios Ghibli avec des têtes qui sautent et des démons animaux qui font vraiment peur. Même celui-là, je le mets dans la dans la catégorie comfort movie. Je suis peut-être un peu étrange, je ne sais pas. Mais il faut savoir que Miyazaki est mon réalisateur préféré, tout genre confondu, puisque oui, le cinéma d'animation, je considère pas que ça soit un genre à part entière, puisque on peut faire des films d'animation réalistes, des films d'animation merveilleux, des films d'animation d'horreur, des films d'animation pour adultes comme pour enfants. Donc voilà, pour moi, tout média, que ça soit prise de vue réelle ou animation, eh bien c'est Miyazaki qui est au-dessus de tout ça. Talonné peut-être par Guillermo del Toro, même si j'ai pas encore vu toute la cinématographie de del Toro, donc c'est peut-être pour ça qu'il est encore derrière, mais Miyazaki j'ai tout vu et j'adore tout ce qu'il a fait. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que la propagande des studios Ghibli n'est pas à faire et la vidéo va durer 2 heures, mais vous avez compris mon attrait pour ce genre d'histoire. Et bien sûr, ce que j'aime en film, je l'aime aussi dans mes lectures. C'est d'ailleurs pour ça que les studios Ghibli m'ont déjà inspiré dans des projets. Alors si je vous parle de ce qui est déjà paru, Didine, je me penche, attention ma chérie. Par exemple, mon roman La Mélodie des Limbes, je me suis aperçue pour le coup, après coup, que l'inspiration avait été là, elle avait infusé en moi. Je me suis aperçue un jour où j'ai rêvé que Miyazaki adaptait La Mélodie des Limbes. Oui, c'est un rêve, hein, ne me jugez pas, on a le droit de rêver. Mais voilà, et je me suis réveillée le matin, je me dis mais oui, mais tellement en fait, et je me suis dit à quel point l'univers de Miyazaki en général m'avait influencé. Ce côté-là, cette héroïne un peu atypique, courageuse, qui ne recule devant rien, cet univers onirique, le personnage de Phébus qui est un prince rêveur excentrique, le personnage de Frédéric qui est un garçon qui se transforme en corbeau, il y a un côté un peu Alice au Pays des Merveilles, un moins absurde, en plus poétique et mélancolique, qu'on retrouve dans Chihiro par exemple. Ah ouais, franchement, dans un monde idéal, les studios Ghibli réaliseraient l'adaptation de La Mélodie des Limbes, un roman qui n'est plus disponible malheureusement maintenant, mais si jamais vous l'avez dans votre bibliothèque ou si vous le trouvez d'occasion, eh bien sachez qu'il correspond
à l'univers, à la vibe Ghibli. Et il y a également ma nouvelle Pétrichor dans le recueil La Saison des Enchantements aux éditions du Chat Noir. Alors je parle de Pétrichor parce que ça a vraiment été influencé par cette ambiance nostalgique, mélancolique, poétique dont je vous parlais tout à l'heure. Mais les autres nouvelles, il y a de nombreuses autres nouvelles qui ont vraiment ce côté Ghibli. Alors pour le coup, pour que ça soit La Saison des Enchantements ou La Mélodie des Larmes, on est plus sur l'ambiance de l'automne, alors que je vous parlais en préambule du printemps. Mais l'influence est tellement là qu'il fallait que je vous en parle. Et pour le coup, mon prochain projet, qui n'existe pas encore puisque je ne l'ai pas encore écrit, le nom de code c'est Projet Ghibli parce que ça va être vraiment un roman printanier qui regroupe toute cette ambiance, ces personnages, ces histoires que je ne trouvais que chez les studios Ghibli ou disséminées dans les lectures que je vais vous présenter. Je tease les lectures que je vais vous présenter. Venons-en aux faits. Et je suis obligée de commencer par deux romans tant qu'ils sont évidents. Je ne pouvais pas passer à côté. Techniquement, je triche parce que ce sont deux romans qui ont déjà été adaptés par les studios Ghibli. Mais peut-être que certaines personnes ne savent pas qu'il s'agit de romans de base et qui sont disponibles tous les deux en français et qui valent tous les deux le coup d'être découverts. C'est dur de choisir mon Miyazaki préféré. Mon Ghibli préféré, je sais, c'est Si tu tends l'oreille, qui peut être mon film préféré de tous les temps. Je ne sais pas, peut-être. Mais mon Miyazaki préféré, j'hésite encore. Ça revient souvent au château ambulant. Et bien entendu, j'ai lu donc Le Château de Hurle de Diana Wynne Jones ici, qui a été réédité chez Inis, qui est la maison d'édition française de référence pour tous les romans Ghibli. Le Château de Hurle, donc, qui a été adapté par Miyazaki sous le nom Château ambulant. Pour le coup, ça fait partie de ces adaptations qui sont très différentes sur de nombreux aspects du roman de base, mais les deux sont un rendu géniaux. Des rendus géniaux. J'y arrivé. Ça y est, je commence à bégayer. Ça fait partie comme le Shining de Stephen King et le Shining de Kubrick qui n'ont rien à voir, mais les deux œuvres sont hyper intéressantes à leur façon. Ça fait partie comme The Haunting of Hill House, Hantise de Shirley Jackson, et The Haunting of Hill House, la série sur Netflix, où il y a plein de liberté, mais les deux œuvres sont des chefs-d'œuvre de l'horreur. Et bien là, pareil, le château de Hurle et le château ambulant, plein d'ambiances différentes, traitement des personnages différents. Miyazaki a apporté une dimension anti-guerre hyper intéressante à l'œuvre. Mais les deux valent le coup d'être découverts si ce n'est pas déjà fait. Il y a un côté très conte dans le château de Hurle. On suit donc Sophie Chapelier qui va être maudite par une terrible sorcière et prendre l'apparence d'une grand-mère. Et elle va faire la rencontre de... Alors, Aoru dans le film, là c'est Hurle, Howl en anglais. Un magicien complètement excentrique, imbu de lui-même, mais narcissique, complètement. Mais j'adore ce personnage. Pour le coup, on a tous des petits péchés mignons. Moi, dans les tropes narratifs, dans les archétypes de personnages, c'est vraiment la Hurle. C'est vraiment le type de personnage que je veux, que j'adore. On va en retrouver un très prochainement du même acabit. Voilà, j'adore la dynamique, la relation entre Sophie et Hurle, tout l'univers qui est créé autour, des contes de fées, il y a des références aux bottes de 7 lieux, différentes sorcières, la magie, où d'un moment ça tombe vers l'Ikesai, donc quand tu bascules d'un monde à l'autre, et d'ailleurs j'y m'y attendais tellement pas, j'en dis pas plus, mais ça m'avait désarçonné. Franchement, c'est le premier tome d'une trilogie.
J'ai pas encore lu le tome 2 que j'ai dans ma bibliothèque, Le Château dans les nuages. Ça se passe pas du tout, enfin, dans le même univers, mais pas du tout avec Sophie et Hurle. On est plus sur un monde mode mille et une nuits. Et il y a le 3e tome qui a enfin été traduit en français chez les éditions Ibis, ça avait jamais été traduit, où là, on retrouve Hurle, Sophie, toute la bande, voilà. Donc, je sais pas ce que vaut la suite, mais je vous conseille ce premier tome. Autre film des studios Ghibli, qui cette fois n'est pas réalisé par Miyazaki, mais par un autre réalisateur, je vous mets le nom ici. Il s'agit de Souvenirs de Marnie, dont le roman a été écrit par Joanne J. Robinson, ici édité chez Monsieur Toussaint Louverture. Enfin, regardez-moi la beauté de cet ouvrage. C'est le même éditeur qui a fait toute la série des Anne de Green Gables, les Blackwater, etc. Franchement, c'est un éditeur où la qualité extérieure des livres vaut la qualité intérieure des livres. On est vraiment sur des bangers à chaque fois. Et Souvenir de Marnie, je l'ai découvert après le film et pour le coup, j'ai préféré le roman au film, même si je vous conseille le film. Parce que, je sais pas, ça fait partie de ces œuvres qui ont touché une fibre en moi, un fil droit sur mon cœur là, qui parle justement de cette nostalgie de l'enfance. On suit Anna, une petite fille mal dans sa peau, qui part en vacances. Alors le roman ça se passe en Angleterre, le film ça se passe au Japon. Qui part en vacances dans la campagne anglaise, je crois que c'est chez une tante, quelque chose comme ça. Et elle va trouver refuge en fait dans cet été dans la nature. Et il y a un étang et tout au bout de l'étang il y a une magnifique maison qui a l'air abandonnée, mais vraiment une maison, une demeure vraiment villa d'été. Voilà, la maison de vacances qui vous fait oser rêver au bout du chemin quand vous étiez petit en vacances, vous voyez, ce genre de choses. Sauf qu'un soir, elle va s'apercevoir qu'il y a bien quelqu'un dans cette maison qu'elle croyait abandonnée, une petite fille de son âge qui s'appelle Marnie, et elle va lui rendre visite tous les soirs en secret. Ça va créer une amitié mais magnifique. J'en dis pas plus, c'est un roman très mélancolique sur la famille, l'amitié, l'enfance et le mal-être d'une enfant. C'est... Je sais pas, l'autrice elle a une manière d'écrire cela avec tant de justesse que ça m'a touchée vraiment beaucoup. Donc voilà, Souvenir de Marnie, When Marnie Was Here en anglais, qui a été adapté donc chez les studios Ghibli. Et maintenant, on passe donc aux romans qui n'ont pas été adaptés, mais qui ont des Ghibli vibes. Ça veut dire que je verrai très bien les studios Ghibli les adapter un jour. Pourquoi pas. Encore une fois, on peut rêver, on va manifester ça, comme on dit. Et donc, première référence que je pense tout le monde là, si on vous demande d'imaginer un roman d'imaginaire ambiance Ghibli, c'est peut-être le premier auquel vous pensez, tellement qu'il a explosé sur l'univers livresque depuis plus de 10 ans. Il s'agit bien entendu de La passe miroir de Christelle Dabos. Donc là j'ai le tome 1, Les fiancées de l'hiver, et donc si vous voyez ce tome 1 à la couverture iconique, ça vous fait sans doute penser au château ambulant. Moi j'y ai tout de suite pensé quand j'avais lu à ma toute première lecture Christelle Dabos, dont je n'ai jamais caché, que ce soit cet univers poétique merveilleux. Tellement, moi à l'époque, je n'avais jamais lu ça ailleurs et je crois pas l'avoir lu encore. Il y a tellement une patte tellement francophone, vous voyez, d'un imaginaire hors du commun. Ophélie qui est une héroïne vraiment très atypique, très persévérante, que j'associe beaucoup à celle des studios Ghibli. Je vous parlais tout à l'heure de cet archétype de personnage à la Hurle que j'adore, et bien le personnage d'Archibald bien entendu dans La passe miroir. C'est exactement ça, c'est pas pour rien que c'est mon personnage préféré de cette saga.
Je vais pas m'attarder trop dessus parce que je pense qu'on n'a plus besoin de présenter La Pasque Miroir, donc c'est une série d'imaginaire en 4 tomes. Mais vraiment, les 2 premiers tomes qui ont ma préférence, vraiment, c'est tellement ce côté... Ouais, dans... rêvons qu'un jour, je sais pas, quelqu'un peut pas envoyer... le traduire enfin la version anglaise ou le traduire en japonais et l'envoyer au studio Ghibli pour qu'il l'adapte. Bon, il y a déjà la bande dessinée qui vient de sortir, que je vais lire bientôt, en adaptation, mais encore une fois, rêvons ensemble. Ensuite, je vais vous présenter alors, des ouvrages que je n'ai plus à ma possession, soit parce que je les ai empruntés et je les ai rendus, soit parce que je les ai prêtés à des copines, ou soit parce que ils avaient un peu aimé, mais pas assez pour les garder, mais je vais vous en parler quand même, parce que même si ce ne fut pas une excellente lecture, ça rentre totalement dans la thématique de cette vidéo, et donc je vais enchaîner avec ce fameux livre que je n'ai pas gardé. Je l'ai mis au CD du collège, pour tout vous dire. Il s'agit de Sorcery of Thorn de Margaret Rogerson. Alors pour le coup, je sais que je suis pas une fille comme les autres hein, sur ce coup-là. Je sais que la grande majorité des gens qui l'ont lu l'ont adoré, et donc voilà, je fais partie plutôt de la minorité, donc il y a des chances que si vous lisez, vous aimiez beaucoup. Et je l'ai pas détesté, c'est juste que je vais trouver quelques défauts. Je vais pas les détailler ici parce que ce n'est pas le sujet. Pourquoi j'ai envie quand même de mettre en avant cette œuvre? Parce que c'est vrai qu'il y a tout un univers autour de la magie des livres, avec ces grimoires qui prennent vie. Il y en a il y a un grimoire qui prend vie et qui s'enfuit de la bibliothèque, et Elisabeth Léorine doit le retrouver, et elle fait la connaissance d'un magicien, je crois que c'est Nathanaël qui s'appelle, et son espèce de familier un peu démon qui est un Silas qui peut prendre la forme d'un chat. J'aime bien les côtés, c'est vraiment, moi ça fait penser très Ghibli, ces genres de familiers, psychiques, voilà. Et aussi parce que je me souviens dans mes lectures, il y a une scène qui m'a marqué, je crois qu'ils sont dans la forêt et ils croisent une sorte de créature sylvestre qui, quand je l'ai lu, je l'ai imaginé tout droit sorti d'un film comme Princesse Mononoke. Donc voilà, Sorcery of Thorn de Margaret Rogerson. Si vous aimez la fantaisie, l'imaginaire et le monde du livre, c'est un mix parfait, je pense. Ensuite, je voulais vous parler de La fille qui avait vu la lune de Cathy Barnhill, je crois. Kelly Barnhill. Je vous mets la couverture ici parce que je l'ai prêté à une copine. Ce roman-là, enfin, j'adore. Il y a tous les ingrédients Ghibli. On suit une petite fille. On a des sidekicks vraiment attachants. On a le monstre du marais, un peu éloquent poète. Et puis on a ce petit dragon dont j'ai oublié le nom, qui est un dragon miniature, c'est un dragon nain. Mais personne n'a osé lui dire qu'il était nain, et du coup il est persuadé d'être une taille normale et que tous les gens autour de lui sont des géants. J'ai trouvé ça adorable. Et on a bien sûr la figure de la sorcière. Ça, c'est des figures qu'on retrouve beaucoup dans les Ghibli. La vieille femme, elle a des pouvoirs magiques, des fois elle a ce côté-là, maman, tata, bienveillant, des fois c'est la méchante, des fois c'est un peu des deux, puisqu'on a des personnages très, pas du tout marginaux, vraiment très ambivalents. Et là, on a la figure de cette sorcière qui vit dans la forêt avec ce monstre du marais et ce petit dragon. Et tous les ans, à une date donnée, il faut qu'elle traverse la forêt sans arriver en retard, puisqu'elle doit aller à l'orée de la forêt où se trouve un village, parce que tous les ans, les habitants du village livrent un bébé, un nouveau-né, en sacrifice à la sorcière des bois. Mais elle, c'est trop drôle parce que une fois que tu lui pointes de vue la sorcière, elle dit mais pourquoi ils abandonnent un bébé? Et du coup, ce qu'elle fait, c'est qu'elle récupère le bébé que ces gens horribles abandonnent. Et donc, elle traverse le bois, la forêt, pour aller de l'autre côté où il y a un autre village où elle dépose des bébés. Et les bébés se font
recueillir. Donc c'est tellement drôle, d'un côté t'as un village qui est persuadé depuis des années, tu sais même plus d'où ça vient, qu'il faut tous les ans sacrifier un bébé à la sorcière qui genre va le dévorer, et en fait la sorcière elle prend le bébé, faut que je m'en occupe, faut que je le sauve, et elle l'amène de l'autre côté. Et en fait parce qu'elle c'est une vieille femme, donc elle peut pas nourrir le bébé, elle a plus de lait dans son sein. Elle va puiser en fait dans l'énergie des étoiles la nuit pour nourrir les bébés. Et un jour, le bébé qu'elle a dans les bras va aspirer non pas l'énergie des étoiles, mais l'énergie de la lune. Trop d'énergie, et du coup elle va être plein de pouvoirs magiques, et la sorcière va faire le choix de garder cette petite fille et de l'élever dans la forêt, d'où le titre La fille qui avait bu la lune. Et on va suivre aussi en parallèle la mère, parce que ces bébés qui sont choisis pour être celle qui fait la sorcière, ils ont des parents. Et on va suivre aussi en parallèle la maman de cette petite fille qui a bu la lune. Vraiment, il y a un côté très doudou, très humoristique, très vraiment cette magie cosy, l'attachement des personnages entre eux. Il y a aussi une magie tout au lien avec comme des oiseaux en papier, comme des origamis que j'avais pas vu ailleurs. Donc voilà, franchement, c'était une très bonne découverte. Ensuite, j'aimerais bien vous parler du château des enfants perdus de Maria Grip que j'ai découvert cette année, non, fin d'année dernière grâce à Perceline, parce qu'elle en avait parlé dans une vidéo, je ne sais plus laquelle, mais elle parlait d'une figure de la sorcière, donc c'est Nani, je ne sais plus, mais ce figure de sorcière bienveillante, un peu nourrice, qu'on a dans le roman précédent, mais qu'on a ici également. Et alors, le château des enfants volés, c'est un classique de la littérature suédoise, je dirais, j'ai un doute. Je vous remets tout d'ici. Désolée, c'est très approximatif comme d'habitude. Où ensuite, comme son nom l'indique, l'histoire se passe dans un château où il y a des enfants volés, puisqu'on suit en fait dès tout début un couple de souffleurs de verre qui font des sculptures en verre, qui ont 2 enfants. Et un soir où ils sont à la foire, en fait, où ils essayent de gagner leur vie, puisqu'ils peinent à gagner leur vie avec leurs œuvres d'art, les enfants vont être enlevés par un couple, un prince et une princesse qui vivent dans ce magnifique château et qui rêvent d'avoir des enfants et qui vont les enlever. Et il y a ce côté-là, en fait, le prince qui est complètement dans son monde ailleurs, et la princesse qui est très mélancolique, étrange. Et les enfants vont être là presque comme des poupées, en fait. Ils vont être là, ils vont être habillés, nourris et tout, mais ils remplissent un rôle sans vraiment être aimés par ces gens immensément riches et immensément mélancoliques et rêveurs. Et donc, il y a la fameuse figure de cette sorcière que je vais appeler Nana, je sais plus son nom, qui va partir à la recherche de ses enfants disparus. Et les enfants, ils vont faire la connaissance d'une terrible gouvernante qui a tout d'un personnage qu'on pourrait voir dans Chihiro par exemple. Elle est terrifiante. Moi je l'imaginais un peu comme dans La sorcière de Chihiro, mais c'est une femme ogresque presque, qui a des proportions immenses, c'est presque une géante qui dort quasiment toute la journée, qui ronfle, tout le château tremble, mais quand elle se réveille, elle est terrible, elle fait vraiment peur aux enfants, une sorte de croque-mitaine et tout, et c'est vraiment pour moi, ça c'est un personnage qu'on ne verrait que dans un film Ghibli. Donc voilà, les studios Ghibli adaptent souvent des classiques de la littérature jeunesse. Pourquoi pas adapter Le château des enfants volés de Maria Grip? Pourquoi pas, je dis ça comme ça. Tout à l'heure, je vous parlais du réalisme magique que j'associais à l'univers Ghibli, parce que donc le réalisme magique, ça se passe dans notre monde, mais il va y avoir des éléments de magie qui sont intégrés de façon toute naturelle. Et pour moi, un roman emblématique de ça, c'est Du thé pour les fantômes de Chris Vuklicevic, qui est donc aux éditions de Noël, qui fut
Un coup de cœur absolu. Pareil, celui-là, on n'a plus trop besoin de le présenter, je pense, parce qu'il a vraiment eu un sacré succès, et un succès mérité selon moi. Et là, on est vraiment sur ce côté réalisme magique, mélancolie, poésie, une histoire vraiment familiale, puisqu'on va suivre en fait le parcours de deux sœurs. Et il y a d'un côté Félicité qui est passeuse de fantômes, qui tient une boutique de thé où en fait elle choisit différents thés pour faire parler les fantômes, puisque quand tu meurs sans avoir fini ta phrase, tu es condamné à monter en tant que fantôme, mais du coup elle fait écouter les fantômes pour qu'ils terminent leur phrase et qu'ils puissent passer à autre chose. J'adore le concept, cette magie du thé des fantômes. Et d'un côté, il y a sa sœur jumelle Agonie, la pauvre Félicité, Agonie, pour vous donner une idée de qui était la préfète, leur mère. Et Agonie, c'est vraiment, elle est parce qu'elle est née sorcière avec une malédiction, c'est-à-dire que quand elle parle, elle a comme des papillons de nuit qui sortent de sa bouche. J'adore l'idée, j'adore le visuel. Et quand ils vont se poser quelque part, là vraiment s'ils se posent sur une plante, la plante va mourir, etc. Donc très vite, elle a alimenté comme une muselière en fait, pour pas parler. Et en fait, ces deux sœurs, on va les suivre de leur naissance, qui est pareil, la mère est restée enceinte 11 mois, quelque chose comme ça, vous voyez. De leur naissance jusqu'à leur âge adulte, quand elles ont la quarantaine, voire la cinquantaine passée. Donc elles vont prendre des chemins différents, en cause de leurs différences de traitement dans leur enfance. Et elles vont se réunir au décès de leur mère, parce que leur mère décède dans des circonstances étranges. Et du coup, les deux sœurs vont partir à l'enquête aussi sur ce qui s'est passé pour leur mère, sur les secrets, le passé de leur mère, mais aussi sur leur propre passé. Ça se passe en fait dans la campagne niçoise, dans le sud de la France, et pour moi, c'est un ovni littéraire, avec cette ambiance, vraiment cette poésie, de la narration, dans les personnages, dans cette magie du quotidien, qui fait vraiment pour moi ce côté-là Ghibli plus adulte dans les thèmes, mais vraiment Ghibli quoi. Maintenant je vais vous parler d'une duologie que j'aime bien présenter comme Alice au Pays des Merveilles, mais chez les Fayet. Il s'agit de la duologie du clairvoyage d'Anne Fakori chez La Talente, donc ça vous avez le tome 1, et le tome 2, La Brume des Jours. Et ça me fait penser à Ghibli parce que pour moi, quand je l'ai lu, il y avait Alice et il y avait Chihiro. Je vous explique. En fait, on suit l'histoire de Clara, une petite fille qui au début du roman, ses deux parents meurent dans un accident de voiture. Et elle va être recueillie, en fait, adoptée par son oncle, qui est marié à une jeune femme étrange, mélancolique, un peu toujours dans la lune, qui a un côté un peu enfant de Faé, vous voyez. Et un jour, en fait, comment dire, très vite, Clara, en tant qu'enfant, va basculer en fait dans cette maison, dans ce jardin, vers un autre monde, le monde des Faé, et sa fameuse tante a peut-être un lien avec ça. Et elle va partir en fait à la découverte de ce monde, puisqu'elle a le don du clairvoyage, de voyager entre les mondes. Et là, on va basculer dans un monde qui est un véritable hommage aux Faé, parce que par exemple le corbeau là c'est Puck d'une songe d'une nuit d'été. Et on va croiser d'autres personnages du songe d'une nuit d'été, de la mythologie des Faé en général. Elle va être accompagnée d'un garçon un peu plus âgé qu'elle qui s'appelle Gauvin, qui va vraiment... Gauvin, le nom n'est pas anodin, vous imaginez bien ce côté un peu prince de l'enfance, amour d'enfance. Et il y a ce côté-là vraiment dans les films des studios Ghibli, quand il y a une relation amoureuse entre un garçon ou une fille, il y a ce côté-là, un amour très pur de l'enfance que j'aime beaucoup. Et bien, il y a ce côté-là, et aussi le tome 2, La brume des jours, va vraiment être sur Clara qui commence à grandir, commence à devenir adolescente, et la magie se transforme autour d'elle. C'est vraiment un parcours initiatique en 2 tomes. Et Anne Fakori, elle a une manière de mettre en scène la magie et l'étrangeté, le rêve, à la frontière entre la réalité et le monde des faits. C'est un passage presque qu'on ne sent pas.
on bascule sans vraiment s'en rendre compte, et c'est une mise en scène étrange, c'est du merveilleux vraiment dans le sens pur, et c'est quelque chose que moi j'avais retrouvé dans Chihiro. C'est un merveilleux presque inquiétant, tellement dans la façon dont il est mis en scène, et tellement que ça change de ce qu'on a l'habitude de faire tout en étant familier. Ouah, je le relirai bientôt, je pense, le clairvoyage et la brume des jours. Malheureusement, Alpha Kuri est décédé il y a quelques années, et je suis vraiment triste parce que je pense on a perdu vraiment une plume francophone magnifique, et une autrice de la faillerie, quand la faillerie, quand telle je l'aime, qui, qui avait tellement de merveilleuses idées. Donc je vous encourage, si ce n'est pas déjà fait, à lire la duologie du clairvoyage. En parlant de magnifiques plumes francophones, il faut que je continue ma propagande de Flore Vesco. Là, on est en jeunesse toujours, avec notamment D'or et d'oreiller chez l'école des loisirs. Alors, elle en a fait plusieurs dans l'écriture de contes, mais je pense que D'or et d'oreiller, qui est une écriture de la princesse au petit pois, est celui qui correspondra le plus à ce côté cosy Ghibli, avec une héroïne vraiment futée, attachante, et que j'avais pas forcément vu ailleurs. Le côté un peu Jane Austen qui est au début, qui me fait penser, je sais pas, j'associe tout ce côté un peu austénien avec ce côté confort, cosy, un peu ironique que j'associe avec du Ghibli aussi. Ce genre d'héroïne astucieuse, intelligente, attachante. Donc, D'or et d'oreiller de Flore Vesco. C'est un régal et c'est très intelligent et poétique. Et j'adorais voir la maison, cette fameuse manoir qui prend vie littéralement, adaptée à la sauce de Miyazaki par exemple. Alors là, j'ai un gros bébé puisque c'est une intégrale. Il s'agit de l'intégrale du Veilleur de brume de Robert Kondo et Dai Tsutsumi. Le Veilleur de brume, donc de base, c'est une histoire en 3 tomes, c'est une bande dessinée. Donc c'est The Dam Keeper en VO. De base, c'était un court-métrage d'animation dont ils ont adapté l'histoire en bande dessinée. Et alors pour le coup, le style est pas forcément Ghibli, je vais vous montrer, mais les studios Ghibli produisent également des films d'animation qui sont en dehors du style qu'on leur connaît habituellement. Je pense par exemple à La Tortue Rouge, qui est un film d'animation en coproduction française et néerlandaise, qui est sublime. C'est un film muet, il y a juste de l'image et de la musique, et on avait emmené les 6e une année au cinéma à aller le voir. Ce film est magnifique, La Tortue Rouge. Voilà. Donc ils pourraient produire d'autres formes d'animation quoi en dehors. C'est magnifique. Et on suit des animaux et ils sont tellement mignons. Je sais pas si vous voyez bien. C'est tellement mignon, mais c'est aussi très mélancolique. Donc on va suivre en fait un petit cochon qui s'appelle Pierre. C'est lui qu'on voit là. Vous voyez, qui en fait son papa est décédé, et lui en fait il vit dans le village de Val de l'Aube. J'adore. Et c'est un village qui est fortifié en fait, comme il y a comme un grand barrage en bois, puisque le village est entouré par des brumes. Et il y a un côté un petit peu horrifique quand même. Des brumes en fait qui, quand elles recouvrent la terre, elle emporte tout autour d'elle, la végétation, les feuilles sur les arbres et les êtres vivants. Et en fait, le papa de Pierre était le veilleur de brume de ce village. Ça veut dire que il avait créé en fait une machine pour repousser les brumes avec des espèces de moulins géants pour emporter les brumes. Sauf qu'un jour, le papa de Pierre a été emporté par les brumes. Et du coup, Pierre, maintenant, c'est un petit garçon, un petit cochon qui est tout mimi et qui vit tout seul et qui est un peu rejeté par les autres enfants du village. Alors que c'est assez mélancolique, et puisqu'il vit dans sa solitude, il protège tous les autres, mais à cause de ça, il est marginalisé. Et un jour, vous imaginez bien que Pierre, ce petit veilleur de brume, va devoir partir à l'aventure en dehors du village, quitte à contrer les brumes pour découvrir l'origine en fait de ces brumes. C'est vraiment magnifique.
Et il y a cette poésie, cette mélancolie, aussi cette bienveillance et cette amitié qui pour moi rentre parfaitement dedans. Est-ce que j'ai une image où on le voit bien, mais regardez comme il est mignon. Bref, voilà. Lisez Le Vignoble de Brume, c'est vraiment une très belle découverte. Et enfin, je voulais terminer cette vidéo avec mon roman préféré, je pense. Faudra que je le relise pour voir s'il est à la deuxième lecture, il est toujours en tête du podium, et ça a tellement été un coup de foudre littéraire quand je l'ai lu que je pense que voilà, il est au-dessus des Misérables, vous voyez. Il s'agit du livre des choses perdues de John Connolly. Alors comment vous en parler pour lui rendre justice? Je vais vous raconter l'histoire, on va commencer par le commencement. En fait, on suit David, qui est un petit garçon qui, au début du roman, perd sa maman quand il est enfant. Et des années plus tard, son père va se remarier avec une femme qui s'appelle Rose. Ils vont emménager dans une maison à l'orée d'une forêt. Rose va tomber enceinte. Donc voilà, c'est vraiment ce côté-là, la perte de la maman, la perte du foyer, le nouveau foyer, la nouvelle famille, le petit frère qui arrive en tant qu'enfant, comment tu te places pour vivre ton deuil dans tout ça. Et un soir, en fait, David va entendre la voix de sa défunte maman qui l'appelle du fond du jardin dans la forêt. Et il va s'aventurer par la brèche, en fait, au fond du jardin dans la forêt, et là il va basculer dans un autre monde, un monde qui ressemble aux contes de fées, vraiment dans la forêt, les contes de fées où il y a des loups, des chasseurs, des monstres. Il va être poursuivi par l'homme tordu, une espèce de croque-mitaine terrifiant de l'enfance, et il va partir dans une quête pour traverser ce monde dans lequel il a sombré, puisque tout au fond de ce royaume vit le roi qui possède le livre des choses perdues, donc qui permet de retrouver tout ce qu'on a perdu, notamment sa maman. Et c'est un roman qui est magnifique. Je dis souvent que c'est le roman que j'aurais aimé écrire. C'est le roman que j'ai l'impression qui a été écrit pour moi. Je l'ai découvert des années après la sortie de mon premier roman, La Bête du Bois perdu, et je trouve qu'ils se ressemblent tous les deux dans la thématique et l'atmosphère des contes, pour vous dire à quel point il match avec moi. C'est que j'ai écrit un roman qui, sur certains aspects, lui ressemble sans l'avoir... Je savais pas qu'il existait. Pour vous dire à quel point, je pense... il n'attendait que moi, ce livre. C'est un roman qui me fait pleurer, qui m'émerveille, qui me fait peur, qui me fait rire. Un véritable hommage à l'enfance et au monde des contes et des histoires. Et pourquoi je vous en parle? Parce que peut-être comme ça, vous n'avez pas forcément vous voyez pas forcément le rapport avec les studios Ghibli. Mais parce qu'en fait, quand je suis allée voir le dernier film en date de Miyazaki, Le Garçon et le Héron, j'ai trouvé une ressemblance dans les histoires, surtout le début, et Le Garçon et le Héron n'est pas du tout une adaptation du livre des choses perdues, mais il y a des points communs, je trouve. On suit ça se passe dans la guerre. Dans tous les cas, il y a un petit garçon qui a perdu sa mère, le père va se remarier, donc cohabitation avec la belle-mère, va fonder une nouvelle famille, le garçon doit vivre le deuil de sa mère, et dans tous les cas, dans cette nouvelle maison, il va trouver un passage au fond du jardin, dans un autre monde, où sa mère semble l'attendre. C'est la même chose dans le roman et le film. Après, bien sûr, là, ça se passe en Europe. Le Garçon et Héron, c'est plutôt culture japonaise. Bien sûr, c'est complètement différent pour plein d'autres aspects, mais le cœur de l'histoire et cette thématique et ce lancement dans la narration me font vraiment penser que les deux œuvres sont en écho, à tel point que je pense vous faire un jour une vidéo qui parle des deux œuvres. Et j'aimerais bien, alors pas tout de suite, parce qu'on est sur Les Misérables, mais j'aimerais bien, quand on aura fini la lecture commune des Misérables, de vous proposer une lecture commune du livre des choses perdues de John Connolly sur la chaîne, parce que pour le coup, c'est ma personne, tu dois le savoir si tu passes par là, mais
toi tu as La promise au visage de fleurs, moi j'ai le livre des choses perdues. Donc je pense que je vous proposerai un jour une lecture commune avec une analyse du roman parce que c'est un roman qui est hyper riche. Il y a une suite qui est sortie il y a pas longtemps et j'ose toujours pas la lire. J'ai trop peur qu'elle me déçoive. Donc voilà, rien que pour ça, pour cet écho que j'ai trouvé dans Le Garçon et le Héron, j'ai envie de parler du livre des choses perdues. Et puis aussi tous les prétextes sont bons pour parler du livre des choses perdues. Voilà, j'ai fait à peu près le tour, même si je sais qu'il y a plein d'autres exemples. Parmi des livres que je n'ai pas lus, il doit y en avoir tellement encore qui peuvent évoquer les studios Ghibli. Si vous pensez à des livres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire parce que c'est ce genre de lecture qui m'intéresse, surtout au printemps. J'avais pensé aussi à d'autres choses, je peux mettre en général Andersen, je pense que l'univers d'Andersen par sa poésie et sa mélancolie pourrait correspondre au studio Ghibli aussi, mais bon voilà, c'est vaste Andersen. Donc voilà pour cette sélection, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord, si vous avez déjà lu ces livres, si j'ai réussi à vous les faire découvrir, si l'idée d'associer Ghibli et lecture vous a plu. Sur ce, moi je vous dis à très vite. Alors je ne sais pas quand j'aurai le temps de faire le montage pour sortir cette vidéo. Donc je vous dis soit dans 2 semaines, soit dans 1 semaine. Voilà, je vous dis à bientôt pour le live de la lecture commune des Misérables. Je vous rappelle, le vendredi 17 avril à 18 h sur ma chaîne. Je vous prépare pour les prochaines semaines plein d'autres vidéos, dont une sur des sélections autour du printemps. J'espère que tout ça vous hype. Je vous souhaite en attendant de bonnes lectures et je vous dis à très vite. Bisous!